Non, bah, après moi, si tu veux qu'on prenne une bière et que je te raconte un peu plus, on peut, mais il y a des trucs que je raconterai pas devant la caméra. Ah, c'est sûr. Ah, alors, je pense que dans l'escrime, il y en a quand même beaucoup qui me connaissent. Ouais, Mais j'étais tireur en équipe de France pendant quelques années, surtout depuis l'année 2012, où je suis rentré en équipe de France senior. Donc j'ai fait de 2012 à 2016 en équipe de France senior de sabre. Et donc après, enfin je suis rentré à l'INSEP en 2007. Donc de 2007 à 2019 à peu près, je suis resté à l'INSEP, donc le centre d'excellence, on va dire, en France. ouais, Et en 2017, j'ai aussi passé mon diplôme d'entraîneur, de maître d'armes. Et donc j'entraîne depuis 2017. Donc j'ai fait 4 ans dans un club à Guyancourt, à côté de Versailles. Et là, ça fait 2 ans que je suis ici à Orléans. d'accord. Voilà. La Panatouch, c'est une touche un peu particulière. En fait, c'est une contre-attaque dans un timing d'attaque sur prep un peu. Mais c'est une touche où je laissais l'autre partir, Ouais, mais je faisais semblant de reculer pour qu'il fasse une grande préparation, et du coup je le prenais sur ce temps-là. Et alors c'est sûr que ça a mieux marché au moment où les temps étaient plus courts, parce que pour le temps d'allumage, c'est sûr que je les rentrais toutes. Mais après, bon, ça marchait quand même un peu avec les temps un peu plus longs, mais moins souvent, quoi. Voilà. C'était une histoire de tempo surtout. ouais. Et comment est-ce que tu as formé le reste de votre jeu autour de ça? C'est juste quelque chose Alors d'extra ou... j'ai pas, enfin, en fait cette touche-là, elle est venue plutôt après que j'ai mis en place mon jeu. En D'accord, fait, elle est venue en plus. ouais, Mon jeu, c'était surtout euh, des bonnes attaques au milieu et tomber dans le vide. ouais, Et donc après, dans les attaques longues, j'étais quand même assez fort. Donc j'ai essayé de mettre en place le tomber dans le vide pour après faire mon attaque longue. Et en fait, cette touche-là, elle est venue comme je faisais très bien tomber dans le vide, et ben les gens qui voulaient pas tomber dans le vide, ils faisaient grand pour venir me chercher, et c'est là où je faisais cette touche-là. Mais elle est venue un peu en s'additionnant par rapport au jeu que j'avais. Voilà. ouais. Je me souviens en 2015, je pense, à Séoul. En 2015 à Séoul, ouais, je fais deuxième. Ouais. Ouais, et puis t'en as fait Ah ouais, c'est cette touche-là. sur cette journée, Ouais, j'ai dû en mettre un paquet. Ouais, tout le ouais. monde s'énervait. Bah oui, parce que C'était... c'est pas dans le sens de la priorité, donc Ouais. forcément ça. Et à chaque fois, les adversaires, ils avaient la priorité et ils se faisaient avoir, donc ça les énervait, quoi. Et personne d'autre faisait cette touche Ah, comme tu le c'est faisais. c'était un tempo très particulier. C'est un Ouais, tempo. J'ai essayé de l'expliquer à quelques personnes, mais ils n'arrivaient pas à bien sentir. C'est personnel, quoi. C'est. ouais, Et bon, je pense que tous les tireurs qui arrivent à un très bon niveau ont une touche un peu particulière qu'ils mettent en place, quoi, hein, qu'ils ressentent. Je suis pas le seul à avoir une touche. ouais, ouais. Et puis, pourquoi on l'appelle le pana? Alors le Pana, c'est le surnom que j'ai eu quand je suis arrivé à l'INSEP. D'accord. Et donc voilà, les coéquipiers de l'équipe Ouais. de France l'ont appelé comme ça, quoi. Et tu as dit le changement du temps de blocage, ça a changé les choses. Par rapport à cette touche-là, beaucoup, ouais. Ouais, Parce que forcément, comme le temps a été rallongé, bah, c'était plus compliqué de la mettre. ouais, ouais, Parce que si, comme je t'ai dit, j'avais pas la priorité. Donc s'il y avait les deux lampes, j'étais touché. ouais, Donc il fallait que je bloque le temps d'allumage. Donc si je mettais une lampe, c'était pour moi, mais s'il y avait les deux lampes, j'étais touché, quoi. ouais, Et même les arbitres le savaient, et ils me connaissaient tellement qu'ils voyaient. Et même des fois, ça m'a coûté un peu cher parce que même quand je faisais presque attaque sur prep, les arbitres ils disaient ah bah non c'est une contre-attaque parce que ouais, c'est sa ouais, spéciale. ouais, Et du coup, ils me donnaient même pas l'attaque ouais. alors que j'avais la priorité. Alors, Mais est-ce que tu préférais le temps ancien ou le temps actuel? oh, les deux me vont. Moi. Ouais, C'était juste une question. Après, c'était un ajustement technique plutôt de la pointe dans l'espace qu'il fallait vraiment bien placer quand les temps étaient plus courts pour toucher tout de suite sans la cible. Mais sinon, je suis pas sûr que ça change énormément de choses au jeu. tu sens pas que l'attaque elle est plus forte maintenant? Elle est un peu plus forte, ouais. C'était plus Ouais, facile de faire tomber dans le vide et de mettre des contre-attaques avec les temps plus courts, ouais, c'est sûr. Et bon, moi j'aimais bien attaquer aussi, donc ça m'allait aussi le temps un peu plus ouais, long. ouais. Ouais.
pendant le cycle olympique avant Rio Mhm. 2016, vous avez eu une période très performante, mais vous n'avez pas qualifié pour les Jeux. Non. Tu peux nous expliquer un peu? Alors, c'était une année qui, bon, j'étais performant, mais ça a été compliqué pour moi parce que comme je me suis pas qualifié au jeu, c'est bah, d'ailleurs en partie pour ça après que je suis pas resté à top niveau, quoi. Mais il y a eu plusieurs. Bon, déjà, j'ai eu des contre-performances sur certaines compétitions. Hein, j'aurais été dans les 10 premiers mondiaux, il y aurait pas eu de problème. Mais c'est vrai que j'étais quand même 16e mondial, je crois, à ce moment-là. Ouais. Et que, en fait, avec le système de qualification aux Jeux Olympiques, comme on s'était pas. Non, en 2016, il n'y avait pas d'épreuve par équipe. Il n'y avait pas d'épreuve par équipe. Il n'y avait pas encore toutes les épreuves par équipe au jeu. Donc, il n'y avait pas de sabre au jeu par équipe. Et du coup, on ne pouvait qualifier que un tireur. En fait, dans les 14 premiers mondiaux, ils étaient pris. Ouais. Et après, c'était les 2 meilleurs par continent. Donc moi, en étant 16e, j'étais le 2e meilleur du continent européen. Mais avec ce quota de qualification, ça ne pouvait pas être 2 du même pays. Et en fait, à la dernière compétition, le Français qui était devant moi, Vincent Hanstedt, il est passé de la 14e place à la 15e place. Et du coup, il a pris le quota français européen. Ouais. Donc c'était un peu de malchance, mais bon, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi la touche avec Yakimenko quand il lâche son sabre. Donc c'est là, ouais, voilà. Je pensais que tu me parlais de ça, la touche, tout à l'heure. Du coup, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec cette touche à Budapest en 2015? Ouais, bah, en demi-finale, du coup, donc je tire avec Yakimenko et c'était un match qui était assez serré, mais pendant tout le match, à chaque fois que je faisais tomber dans le vide, derrière je mettais l'attaque. Donc quand il y avait 14 pour moi, je crois qu'il y avait 14-12 ou 14-13, je sais plus. Et je crois que c'est 14-13. Je le fais tomber dans le vide. Et donc, il savait que j'allais la mettre. Parce que pendant tout le match, j'avais mis cette touche-là. Donc, il savait qu'il avait perdu, quoi. Et donc, il a fait quelque chose qui est pas très correct, on va dire. Donc, il a lâché son sabre pour que l'arbitre dise halt. Et en fait, du coup, l'arbitre a dit halt. Et moi, j'étais tellement éberlué, j'étais tellement choqué qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de suite, que l'arbitre donne pas de carton rouge, qu'il y ait rien, que du coup je suis sorti du match. Et j'ai pas réussi à mettre la dernière du coup. Et c'est cette touche-là qui m'a coûté aussi la sélection olympique. Si j'avais mis cette touche-là, j'allais aux Jeux Olympiques. Donc, Est-ce que tu en as parlé après avec Yakimenko? Non. Non. Non, je lui parle toujours pas. En fait, après cette touche-là, lui, il savait que ça pouvait me coûter la qualification olympique. Il m'a envoyé un message en me montrant parce qu'à ce moment-là, j'étais dans les points pour aller au jeu. Et il me dit you in games, et avec le message. Mais sauf qu'au final, avec les compétitions qu'il y a eu après, je suis pas allé au jeu. Ouais. Et depuis, on n'a pas reparlé. Et autant j'apprécie beaucoup de monde sur le circuit, autant j'avoue que ce coup-là où j'ai mis du temps quand même à m'en remettre. Je suis pas sûr de vouloir lui reparler tout de suite, quoi. Ouais. Et t'as jamais voulu quand tu tirais en compétition, il y a quelqu'un qui t'attaque, t'as jamais voulu essayer de faire la même chose, tester un peu? Je trouve pas ça très correct. Donc non. Après, c'est sûr qu'on est un sport où il faut être malin, il faut jouer un peu avec. Faut jouer avec l'adversaire, avec l'arbitre et tout ça, c'est clair. Mais tu penses que maintenant, si quelqu'un essaye de faire la même chose, ils vont avoir. Si quelqu'un le fait, je pense que les arbitres mettraient un carton rouge. Ouais. Maintenant, après Rio, pouvez-vous nous expliquer un peu le système antidopage en France? Alors, et pourquoi vous étiez suspendu? Alors, du coup, c'est un peu la suite de ça. Donc, quand je suis pas allé au jeu, j'étais pas qualifié aux Jeux Olympiques, donc moi je suis parti en vacances avec mes parents l'été donc de 2016. Et
et je voulais plus entendre parler d'escrime ou de tout ça. Je suis parti et je voulais couper avec tout. Et donc j'étais sur les listes antidopage en France, et qui fait que sur ces listes-là, on doit envoyer un document qui précise où on se trouve pour les 3 prochains mois, tous les jours, où est-ce qu'on dort, voilà, pour qu'ils puissent venir nous contrôler aléatoirement. Et donc moi je l'ai pas fait. quand je suis parti, je l'ai pas fait. Et donc cet été-là, j'ai reçu en fait 2 avertissements parce que j'avais pas envoyé le papier. Voilà. Et donc forcément, quand on n'envoie pas le papier, ils disent que c'est pour esquiver les contrôles. Voilà. Donc moi, j'ai vu ces 2 avertissements un peu quand je suis rentré de vacances. J'ai fait, bon, je vais quand même m'en occuper. Donc j'ai rempli le papier, qui était pour les 3 mois. Donc je l'ai fait en septembre, donc c'était octobre, novembre, décembre. Et en décembre, donc j'aurais dû renvoyer encore un document. Et là, moi, je suis j'ai un petit problème avec l'administratif. Je m'en suis pas occupé encore une fois. Et bon, ça m'a bien servi de leçon du coup maintenant. Je fais attention à ces choses-là. Mais du coup, j'ai pas envoyé le papier encore à ce moment-là. Et donc, la FLD, donc qui est l'Agence française de lutte contre le dopage, a considéré que comme 3 fois j'avais pas envoyé les papiers, eh ben j'ai voulu esquiver les contrôles. Et donc à ce moment-là, ils m'ont suspendu. Et en fait, je crois le lendemain ou 2 jours après qu'ils m'ont envoyé la notification comme quoi j'allais être suspendu, eh ben ils sont venus me contrôler à l'INSEP où je m'entraînais. Donc ils ont vu, moi je trouve ça un peu aberrant de dire voilà, on te suspend parce que t'as pas envoyé les papiers, alors qu'ils sont venus me contrôler et qu'ils ont vu qu'il y avait rien. Mais c'est juste pour un problème administratif, j'ai été suspendu, et du coup j'ai été suspendu 9 mois à peu près au printemps, quoi. Donc en fait ça m'a empêché de faire les championnats du monde, championnat d'Europe, championnat du monde en 2017, et après de faire la qualification pour les championnats d'Europe, championnat du monde en 2018. Donc en fait ça m'a coûté 2 ans de sélection en équipe nationale. Voilà. Et c'est quelque chose, c'est français, c'est pas c'est une agence française, ouais. Chaque pays a sa méthode de lutte contre le dopage. Ouais. Ouais. Après, moi, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Il faut qu'il y ait un contrôle. Après, là, quand même, le fait, ils ont bien vu qu'ils sont venus me contrôler, donc ils savaient où j'étais. Ils sont venus me contrôler, ils ont vu qu'il y avait rien, ils auraient pu se dire, bon, ok, c'est un boulet, il n'a pas envoyé les papiers, mais il n'a pas cherché à esquiver, puisque quand ils sont venus, j'ai fait aucun problème, voilà, et ils ont vu qu'il n'y avait rien. Donc, ils ont voulu marquer le coup et dire, voilà, il n'a pas envoyé les papiers, on sanctionne. Ouais. Donc, c'est un peu bête et méchant quand même, mais bon. Bon, en 2021, après Tokyo et la pandémie et tout ça, vous avez retourné sur les pistes, mais cette fois sous le drapeau géorgien. Pourquoi ? Alors, ça c'est une longue histoire aussi, mais en fait quand j'ai été suspendu, en France quand on est suspendu, on est aussi, on n'a plus d'aide, on est bloqué, donc j'avais plus d'argent, et donc j'ai dû travailler. Donc comme je travaillais, je pouvais moins m'entraîner. Donc après, quand j'ai voulu revenir, c'était compliqué. Et en plus de ça, quand j'ai voulu revenir, on a été en désaccord, on va dire, avec l'INSEP, avec l'entraîneur de l'INSEP, et voilà, qui comptait plus trop sur moi. Hein. Donc, et moi, j'avais quand même envie de continuer, et essayer de revenir à haut niveau. Donc, et cette période, ça a coïncidé en fait avec le retour de Christian Bauer en France. Et quand il est revenu en France, en fait, il m'a proposé de venir m'entraîner dans son académie. Et moi, comme j'étais à ce moment-là en moyen terme avec l'INSEP, bah, du coup, j'ai dit OK. Et donc, je suis allé m'entraîner avec Christian Bauer. Et à cette période-là, donc il entraînait aussi, donc là, il était entraîneur toujours de la Géorgie, et les Géorgiens recherchaient un athlète pour avoir une équipe compétitive aux Jeux de Paris là. Et moi, donc comme tu comprends, bah, avec les problèmes que j'avais avec la fédération et l'INSEP, et que là j'avais une possibilité
de continuer à haut niveau, mais pour un autre pays. J'y suis allé. Et donc, ils m'ont proposé de venir avec eux. Donc, j'ai accepté. Et le projet, c'était donc que je continue jusqu'à Paris pour la Géorgie. Voilà. Donc, j'ai commencé à revenir sur les compétitions avec le drapeau géorgien. Et puis finalement, bon, j'ai eu d'autres soucis, des soucis de santé, voilà, qui m'ont fait arrêter l'escrime avant. Donc finalement, ça en est resté au stade de projet et d'embryon, quoi. Voilà. Ouais. Pourquoi as-tu arrêté l'escrime? Alors, donc comme tu viens de le dire, en fait, j'ai découvert il y a 2 ans maintenant. Ouais, il y a 1 an et demi, 2 ans, que j'ai une sclérose en plaques. Donc, je m'en suis rendu compte à l'entraînement parce que j'arrivais plus à m'entraîner correctement. Et donc, c'est une maladie qui paralyse un peu. Hein. Donc, j'ai toujours un peu la jambe droite qui se comporte comme le bras quand on dort dessus la nuit, qui est un peu ankylosé. Et voilà. Et moi, la jambe me faisait ça pendant l'entraînement et après l'entraînement. Donc c'était pas possible en fait de continuer à m'entraîner, enfin de continuer pour le haut niveau, quoi. Je pouvais plus m'entraîner pour le haut niveau. Donc j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière et comme ça faisait donc en 2017 toujours avec cette histoire de suspension, comme j'avais plus d'argent, il fallait que je travaille. J'ai passé le diplôme d'entraîneur, j'ai commencé à entraîner à côté de Versailles à Guyancourt. Et donc moi l'entraînement ça m'a plu énormément, j'adore. Et donc j'ai continué à m'entraîner à Paris et j'entraînais à côté à Guyancourt. Et depuis j'ai pas arrêté d'entraîner. Donc quand il y a eu l'apparition de cette maladie et que j'ai dû me remettre en question qu'est-ce que j'allais faire, et ben du coup j'ai arrêté ma carrière sportive pour me consacrer uniquement à l'entraînement. Voilà. Et c'est quelque chose qui est venu tout d'un coup? Ouais, c'est comme ça. Et je suis dans la tranche d'âge à peu près, parce que généralement, c'est une maladie qui se déclare entre 30 et 35 ans. Voilà. Donc j'avais 33 ans, donc pile dedans, quoi. Voilà. Donc, maintenant, j'entraîne au club d'Orléans. Donc j'ai commencé à entraîner il y a 2 ans, enfin là, ça aura fait 2 saisons complètes. Et après, normalement, si tout se passe bien, je pars cet été aux États-Unis pour entraîner. Donc à San Francisco, dans un petit club, pour l'instant, qui va grossir. Mais voilà, c'est un nouveau projet. J'avais déjà le projet de partir à l'étranger il y a quelques années. Je le faisais pas parce que pour continuer à m'entraîner à haut niveau, c'était compliqué. Mais là, maintenant que je m'entraîne plus, eh ben j'ai un peu la voie est libre pour mon nouveau projet. Ouais. Voilà. Des conseils? Ouais. De pas faire les choses à moitié. Quand il décide de faire quelque chose, il faut le faire. Ouais. Et que ce soit sur la piste ou dans la vie, c'est pareil. Il faut faire les choses vraiment. Quand on décide de faire quelque chose, il faut le faire. Quitte après à pouvoir corriger un peu là où on va. Mais par contre, si on fait les choses à moitié, ça mènera à rien. Donc il faut vraiment faire les choses. Si on veut faire quelque chose, il faut s'investir à fond dedans.